Bonjour et bienvenue pour ce cinquième épisode de l'UA6 sur la biodiversité et l'évolution. Alors, on va un peu regarder la création d'un cladogramme en prenant l'exemple des dinosaures. Imaginons que vous deviez faire le prochain Jurassic World et que vous deviez étudier pour ça les espèces de dinosaures que vous mettrez dedans, dans ce film. Eh bien, pour ce faire, il va falloir étudier des fossiles de ces animaux, car ces animaux sont morts il y a des milliers d'années. Et du coup, il va falloir étudier leurs fossiles. Alors un fossile, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, c'est un animal qui est mort. On voit ici par exemple une ammonite qui repose au fond de la mer. Les tissus mous de l'ammonite sont digérés par les bactéries, etc. Ils se décomposent et il ne reste que les parties dures, donc la coquille. Pour nous, par exemple, il reste le squelette. Après un certain temps, cette coquille finit par s'enfuir dans le sable, dans le sédiment. Le sédiment s'accumule, le sable s'accumule au-dessus, et ça fait une pression qui va venir compacter la roche autour des restes de l'animal mort, et donc, au lieu d'avoir du sable autour d'elle, il y aura de la roche autour d'elle, de la roche sédimentaire, et le fossile va être emprisonné à l'intérieur. Avec le temps et les mouvements des plaques tectoniques, ça va finir par sortir de l'eau. Avec la pluie, le soleil et l'érosion, les couches de terre vont s'enlever de façon successive, donc petite couche par petite couche, et notre fossile va se retrouver à l'air libre. Et voilà comment se forme un fossile. Donc d'abord, on meurt, les parties molles se décomposent, les parties dures s'enfuient dans le sol avec le temps, le sol meuble se sédimente et se transforme en roche, avec les mouvements des plaques tectoniques, le fossile ressort de l'eau, et avec l'érosion, l'ammonite se retrouve à la surface. On appelle ça le principe de fossilisation. Comment se forme un fossile. Alors, si on regarde un peu, on peut voir ici deux couches de roches différentes. Et dans ces deux couches de roches différentes, on voit des animaux différents qui sont fossilisés. On voit ici des animaux marins, tout petits, qu'on appelle le plancton, et ici des animaux terrestres. Ce qui veut dire que dans cette partie-ci, la zone était sous l'eau, alors que dans cette partie-ci, la zone était hors de l'eau. Donc il y a un moment où les plaques tectoniques aidant, eh bien l'eau s'est retirée de ces terres pour donner un espace où on peut se déplacer à pied. Alors lequel de ces deux couches est la plus ancienne? Eh bien étant donné que les nouvelles couches se mettent par-dessus, la couche la plus ancienne est bien sûr la couche la plus profonde. Donc la couche la plus vieille, c'est celle-ci. La couche la plus vieille, c'est celle où on est sous l'eau, alors que la couche la plus récente, c'est celle qui est en haut ici, celle où on n'est pas sous l'eau. Donc les couches les plus récentes se déposent au-dessus des couches les plus anciennes, et il est logique que les fossiles les plus anciens se trouvent dans les couches les plus basses. Alors, quand on va différencier les dinosaures, on va regarder des signes distinctifs, comme par exemple, est-ce qu'ils ont des dents, est-ce qu'ils ont un bec, quelle est la forme du bec, est-ce que les dents sont plates, est-ce que les dents sont pointues, est-ce que le bec est pointu, est-ce que le bec est plat, est-ce que l'os du bassin pointe vers le bas, est-ce que l'os du bassin pointe vers l'avant, ici vous voyez, vers le bas et vers l'avant. Est-ce que leurs membres arrière ou avant sont plus longs? Est-ce qu'il y a des cornes ou pas de cornes? Est-ce qu'ils marchent sur deux ou quatre pattes? Est-ce qu'on a des griffes ou pas de griffes? Est-ce qu'on a une crête ou pas de crête? Et pour ce faire, on va regarder tout un tas de dinosaures. Alors le premier, c'est un crâne. On a une corne qui est ici. Et là, on a une crête qui est creuse. C'est un monocératops. Là, on a un allosaure. On voit le bassin, ici l'os du bassin, qui pointe vers le bas. Et on a deux longs bras, des dents pointues et une petite crête sur la tête. Le troisième, c'est un iguanodon. Alors, iguanodon, don, ça veut dire dente, des dents. Et iguane, d'iguane, donc c'est-à-dire qu'il a des dents d'iguane. On voit ici que l'os du bassin pointe vers l'avant. Et on voit plein de petites crêtes osseuses sur sa colonne vertébrale. On voit que ses pattes avant sont relativement plus courtes que ses pattes arrière. Le numéro 4, c'est le tyrannosaure. Là, vous voyez une personne. Ça, c'est un humain, ça, à côté. Le tyrannosaure, il a le bassin qui pointe vers le bas.
des dents pointues, un grand crâne et des tout petits bras. Ses bras sont ici. Donc il a vraiment de tout petits bras. Il ne pouvait pas se gratter la tête. On a ici le Tricératops. Le Tricératops, il a l'os du bassin qui pointe vers l'avant, il a une grande crête et il a 3 cornes. Et il a un bec pointu. Ici, vous avez le Vélociraptor, qui, contrairement au film de Jurassic Park, ne fait que quelques centimètres de haut, qui est très petit, on voit une griffe ici, qui lui permettait de chasser, des dents pointues, et il avait très certainement des plumes sur son corps. Donc contrairement à Jurassic Park, où on les voit très grands avec des écailles, ici ils sont tout petits et avec des plumes. Et on voit là 2 cousins du Vélociraptor, qui lui ressemblent fort d'ailleurs. Ici, on a une autre créature, avec un bec plat, et plein de petites épiphyses osseuses, plein de petits pics osseux sur la queue, avec des membres arrière plus longs que les membres avant. On peut voir une ressemblance avec l'iguanodon, hein, si vous regardez bien l'iguanodon. On peut voir une ressemblance avec lui, ce qui veut dire qu'ils sont certainement très proches l'un de l'autre. Lui, c'est un stégosaure. Il a des plaques sur son dos. Il a l'os du bassin vers le bas, et il a des pattes arrière aussi longues que des pattes avant. Ça, c'est un oviraptor. Donc c'est un raptor, mais qui mange que des œufs. Il a un bec pointu, et il a une crête. Il a des bras, des pattes avant plus courtes que les pattes arrière. Là, vous avez un diplodocus. Alors lui, c'est un bébé diplodocus. En vérité, c'est un des animaux les plus grands qui ait jamais existé. Et juste l'os ici, qui se trouve au niveau de la jambe, est déjà quasiment aussi grand qu'un bâtiment à 2 étages. Donc fameux, hein, un très très gros animal. Il pointe vers le bas, il a un long cou, et il mange de l'herbe, il a les dents plates. Et enfin, le tout dernier, c'est l'Archéoptérix. C'est un genre d'oiseau. C'est un genre d'oiseau. On voit qu'il a des plumes ici. On voit la présence de plumes. Ça, c'est des plumes. Il a un bec avec des dents pointues, ici. Il a une queue avec des plumes, ici. Et on voit bien les pattes avant qui deviennent des ailes. Alors, si on regarde un peu l'Archéoptérix, il ressemble très fort à des oiseaux. Et c'est normal, parce que la partie carnivore des dinosaures, elle a donné naissance ensuite aux oiseaux. Donc quand on vous dit que les dinosaures n'existent plus, ben c'est faux, en vérité il reste toujours des dinosaures, on les appelle juste des oiseaux. Alors si on doit faire le cladogramme tous ensemble, donc on prend les caractéristiques qui nous intéressent, d'un côté on va avoir les herbivores, avec l'os du bassin qui pointe vers l'avant. Celui-là qui est le plus ancien, on va le mettre tout seul de son côté, et ces deux-là qui se ressemblent fort, on va les mettre ensemble. Ensuite, on va mettre ensemble le Monocératops et le Tricératops. Donc là, on a la branche des herbivores. Dans la branche des carnivores, on va mettre ensemble le Vélociraptor qui avait des plumes et l'Archéoptérix, et les 2 autres raptors ici, on va les mettre séparément. Tous les raptors se trouvent là, et très proche des raptors, on a le tyrannosaure et l'allosaure. Un peu plus loin, on a l'oviraptor, qui lui n'a plus de dents pour manger de la nourriture, des viandes plutôt, de la viande, donc lui il mange des œufs uniquement. Et enfin, tout séparé, tout au fond ici, on a le Diplodocus. Alors le Diplodocus, il est herbivore, mais néanmoins, il a l'os du bassin qui pointe vers le bas. Ce qui veut dire que comme tous les autres dinosaures qui sont ici, ils sont en fait de la même famille, mais ils sont très très éloignés. Donc entre un Diplodocus et un tyrannosaure, il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé, qui sont séparés de beaucoup de générations. Le tyrannosaure est bien plus proche des raptors. Ce qui nous donne un grand cladogramme comme celui-ci, où on a une espèce ancêtre, donc ce lézard a donné naissance à tous les dinosaures. D'un côté, il avait le bassin vers l'avant, ce qui a donné les herbivores. De l'autre côté, il avait le bassin vers le bas, ce qui a donné quelques herbivores comme le Diplodocus ou quelques mangeurs d'œufs comme l'Oviraptor, et les carnivores ici, dont une certaine partie a survécu, ceux qui avaient des plumes et qui ont donné les oiseaux.
On part donc d'un lézard vers des raptors, vers un Archaeopteryx, vers des oiseaux. Et voilà comme aujourd'hui on passe d'un lézard aux dinosaures, aux oiseaux, grâce à l'évolution. Bien sûr, ce processus a pris des milliers et des milliers d'années, ça s'est pas fait en une journée, vous en doutez bien. Petite synthèse, la biodiversité c'est quoi? Eh bien c'est un mélange de bio et de diversité. Donc bio c'est la vie, diversité c'est la diversité tout simplement. Donc c'est la diversité des êtres vivants différents dans les écosystèmes de la Terre. Alors comment sont créées ces espèces vivantes et comment est-ce qu'elles sont si différentes les unes des autres? Eh bien on crée beaucoup d'espèces grâce à l'évolution. Donc un seul animal en donne plusieurs qui arrivent dans plusieurs milieux différents. Et du coup, ça crée plusieurs espèces, ce qui fait qu'on a de la diversité du vivant, donc de la biodiversité. Un cladogramme, c'est un arbre qui va regrouper des êtres vivants. Les plus proches dans le temps sont sur une même branche. Donc plus vous êtes proche sur une branche, plus vous êtes proche dans le temps. Plus votre ancêtre est récent. Une espèce est un ensemble d'êtres vivants qui sont capables de se reproduire entre eux. Donc à partir du moment où on pouvait reproduire deux espèces, eh bien, deux êtres vivants, eh bien, ils font partie de la même espèce. Par exemple, deux humains ensemble peuvent produire un enfant, et donc c'est la même espèce. Par contre, si vous essayez d'accoupler un être humain avec un chimpanzé, ça n'a pas fonctionné. Même s'ils ont un ancêtre commun est trop éloigné qu'on puisse se reproduire ensemble, ce qui fait qu'on est une espèce différente. Un fossile, c'est les restes des parties dures d'un animal mort qui se transforment en roche après un long processus qui se déroule dans les roches sédimentaires. Donc on l'a vu, regardez au début de la vidéo, l'animal meurt, il se décompose, il finit enseveli, le sable et les sédiments qui se trouvent autour de lui se transforment en roches, qu'on appelle donc des roches sédimentaires. L'évolution, c'est un long processus au cours duquel les êtres vivants accumulent les changements afin de s'adapter à leur milieu et ça peut créer de nouvelles espèces. Par exemple, pour les oiseaux, on avait d'abord un lézard qui est devenu un type de dinosaure carnivores, comme les raptors, qui sont devenus des archéoptéryx qui pouvaient planer mais pas voler, qui sont ensuite devenus les oiseaux actuels. On terminera ce chapitre par une série d'exercices, ce sera pour l'épisode suivant. À bientôt!